Ministère de course. Le pilote de l'année. Est-ce qu'on a besoin d'un roulement de tambour? Ça n'a pas été facile. Est-ce qu'il y avait vraiment débat? Beaucoup d'hésitations et après de longues délibérations avec moi-même, j'ai choisi Max Verstappen. Bah oui, il n'y a rien. C'était impossible de faire autrement. Non, et puis il n'y avait pas de raison de faire autrement. Il a dominé son sujet, il a archi-dominé son coéquipier qui avait le même matériel que lui. Et il a été brillant. Donc évidemment, avec le meilleur outil entre les mains, mais parce que lui en a fait le meilleur outil également, avec son équipe, on en reparlera. Et puis voilà, très peu d'erreurs. J'ai même pas d'erreurs qui me viennent en tête. Ils se sont ratés à Singapour et sinon ils gagnent 19 courses sur 22. Il porte les pourcentages au-delà de tout ce qui avait été fait précédemment. C'est le seul élément, les pourcentages, qui nous permettent de comparer éventuellement en chiffres différentes époques, différents pilotes. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de grands prix. Parce qu'il y a beaucoup plus de grands prix, etc. Donc, même les pourcentages racontent la même histoire, c'est-à-dire une domination et un pilote au sommet de son art. Donc il était logique de le décerner à Max Verstappen. Et un pilote 3 fois champion du monde. Donc désormais, après cette saison 2023, on va voir les statistiques. Évidemment, là, le rapprochement, il est au sommet de son art. Julien vient de le dire. Le rapprochement avec un Kylian Mbappé, par exemple, il est facile. Il domine son sport actuellement. Il était programmé, Max Verstappen, comme un Mbappé finalement pour briller. Et comme un Mbappé, il est affamé. Il en veut toujours plus. Oui, il fait partie de la race des surdoués. Vous avez raison de le notifier. Ce que j'avais dit, moi, c'est que ce coureur, il a dépassé son sport. Il est comme les Mbappé, les Michael Jordan, les joueurs qu'on connaît. Comme Hamilton, hein. Voilà. Il a totalement dépassé son sport. Il a dépassé son sport. C'est-à-dire que tous les gens qui s'intéressent plus ou moins à tous les sports savent, ont une petite musique et ils savent qui est Verstappen. Ils savent que c'est un phénomène. Ils ne regardent pas forcément les grands prix, mais ils savent que c'est hors norme ce qu'il est en train de faire. Il marque l'histoire de son sport et du sport en général. Mais ce que je voudrais savoir, c'est quand il arrive en F1, c'est ce que je me demandais. Oui. De suite, il avait une belle voiture, elle était performante ou ça a été difficile, sa première saison en Ça n'a pas été très difficile. Il a commencé chez Toro Rosso, qui s'appelle maintenant AlphaTauri, mais il a très vite été recruté chez Red Bull. Et l'histoire veut qu'il gagne dès son premier Grand Prix chez Red Bull la saison suivante en 2016. Et le dernier exemple qui prouve aussi l'implication et la détermination de ce garçon, c'est le dernier Grand Prix de la saison, alors que ça fait plusieurs Grands Prix qu'il est champion, où, oui, il attaque dans la voie des stands en essai libre pour dépasser d'autres pilotes qui prennent leur temps. Et on peut se dire, mais pourquoi il a besoin de faire ça? Tout va bien. Non, c'est pas tout va bien, c'est aujourd'hui tout va bien, mais peut-être que demain tout n'ira pas aussi bien, donc je continue d'attaquer. Et c'est ce qui est très apprécié chez Red Bull aussi. Écurie de l'année, Julien Febvre. C'est l'écurie As Grand Prix. Non, pas du tout. C'est l'écurie Red Bull. Bah oui, Red Bull. Phénoménal travail réalisé par toute l'équipe. Il y a souvent un nom qui revient. C'est celui d'Adrian Newey pour la conception de la voiture. Mais c'est toute une équipe. C'est un travail très impressionnant. Ils ont clairement trouvé quelque chose techniquement, aérodynamiquement parlant que les autres n'ont pas trouvé. Ils ont su se maintenir au plus haut niveau et voilà, il n'y a pas effectivement dans un sport mécanique, il faut la machine et l'homme et là tout est réuni. On le voit là, hein, ouais. Voilà, il y a aussi cette combinaison des hommes qui sont au bon endroit dans cette équipe. C'est un ingénieur de génie, Adrian Newey. Il a conçu des McLaren championnes du monde, des Williams championnes du monde. Et ça c'est Pierre Waché, le français. Et ça c'est le directeur technique de l'écurie qui travaille en collaboration. On voit là l'homme à côté de lui qui est l'ingénieur de Max Verstappen. Voilà, on parlait de Dream Team à l'époque de Schumacher chez Ferrari avec Jean Todt, avec Rory Byrne, avec Ross Brown. Là aussi, il y a une Dream Team. Je ne serais pas surpris que Fred Vasseur un jour veuille travailler avec son compatriote Pierre Waché et qu'il lui dise viens faire un tour à Maranello. Mais voilà, non, il faut saluer le travail d'une énorme équipe qui est Red Bull et que tout le monde a su saluer, même les rivaux anciens comme Mercedes ont remarqué le travail remarquable de Red Bull. Deuxième titre constructeur d'affilée pour Red Bull glané cette année. Votre révélation de la saison? Moi, la révélation de la saison, pour moi, c'est Oscar Piastri. Eh bien, justement, Oscar Piastri. Il est là. Il n'est pas là. Dommage. Bah oui, Oscar Piastri, rookie, donc première année en Formule 1 cette saison pour lui. Il découvrait certains circuits, même s'il en avait pratiqué pas mal à l'époque de la F2. Il faut rappeler que ce jeune Australien a remporté du premier coup le championnat F3, puis du premier
premier coup le championnat F2 avant de passer une année sur le banc de touche. Il arrive chez McLaren. Alors, il n'a pas encore fait jeu égal avec son coéquipier, mais Lando Norris est beaucoup plus expérimenté. La McLaren était très mauvaise en début de saison et est devenue très très bonne en fin de saison. Et Oscar Piastri, il a saisi sa chance en remportant notamment une course sprint, celle du Qatar, première victoire. Et puis ce qu'on apprécie chez lui, bien sûr, c'est le coup de volant, c'est la fraîcheur qu'il apporte, mais c'est surtout son calme on dirait un pilote qui a 15 ans d'expérience en F1. Il a un mental et il est très posé et ça c'est très appréciable. Il faut rappeler juste qu'il est arrivé chez McLaren dans un contexte très particulier. Oui. Il était dans le team Alpine, finalement ça ne s'est pas fait. Bref, ça aurait pu être très lourd sur les épaules de ce jeune garçon de 22 ans. Oui, parce qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, à l'été 2022, il quitte Alpine. Alors il était en droit de le faire parce que les contrats avaient mal été ficelés par Alpine. Mais voilà, il quitte l'équipe qui l'avait formé pour signer chez McLaren parce qu'il croyait plus au projet McLaren. Et pour l'instant, les résultats lui ont largement donné raison. Mais effectivement, ce départ avait été médiatiquement et publiquement un peu mal perçu. Ça pouvait paraître comme une trahison envers l'équipe qui l'avait formé et avait investi sur lui. Lui, il a joué sa carte de pilote, de se dire aujourd'hui, avec le manager qui est le sien, qui est Mark Webber, ancien pilote australien de Formule 1, de dire gentillesse ou pas gentillesse, sympathie ou pas. Moi, j'ai une ouverture dans mon contrat qui me permet d'aller chez McLaren. Je crois au projet McLaren, j'y vais. Et là, encore une fois, les résultats sont là pour dire qu'il a eu raison. La suite des Late Awards. Tiens, Paul, quel Grand Prix vous avez préféré, vous qui suivez pas mal la F1 cette année? Cette année, j'ai un petit peu moins suivi, mais Grand Prix de France. Fin de saison, non. Il est méchant, hein. Las Vegas. Il a voulu vous tendre un piège. Moi, je mets Vegas. Et voilà. Eh bien, c'est le choix de Julien Febvreau. Ça va faire grincer des dents certains de nos Attendez, abonnés. oui, expliquez-nous. Ne nous énervons pas. Pourquoi Las Vegas? Parce que ça avait très mal commencé. Et voilà, mais j'ai choisi Las Vegas comme Grand Prix de l'année parce que Las Vegas nous a tout pris, ou ça dépend de qui, et tout donné. Voilà, on est passé des travaux sur la piste à un super Grand Prix le dimanche. On a tout eu, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Pour le meilleur et aussi pour le pire. Et à des superstars aussi. Pour ça aussi. Voilà, et pour ça aussi, pour David évidemment. Beckham. Et pour Rihanna. Mais voilà, c'est un Grand Prix où on a tout vu. Et ce Grand Prix nous permet de dire génial, on a eu un super Grand Prix, mais attention les nouveaux Grands Prix, c'est pas parce qu'on est à Vegas, c'est pas parce que Rihanna et David Beckham viennent qu'il faut négliger certaines choses. Et c'est ce qui s'est passé avec la première séance des Silly. Donc c'est aussi pour ça que je mets en exergue ce Grand Prix, c'est parce qu'on a eu le pire comme le meilleur. On a commencé par quasiment le pire avec un gros accident qu'aurait pu blesser grièvement Carlos Sainz. Les dégâts n'ont été que matériels, mais ils ont été très lourds. Et puis on a fini en feu d'artifice avec un Grand Prix magnifique. Une piste qui s'y est prêtée, qui sur le papier, effectivement, visuellement, n'est pas très intéressante, mais très peu d'adhérence au sol, des températures très fraîches, le décor nocturne de Las Vegas. On y reviendra, des beaux dépassements. Voilà, ça a été un très beau Grand Prix. Des beaux dépassements, beaucoup de dépassements, hein, même, Pierre. Ce week-end de course à Las Vegas a fait beaucoup parler, notamment sur le fait que c'était pour certains plus un Grand Prix fait pour le show hors piste, mais force est de constater que le spectacle s'est aussi fait sur la piste. Il y a eu durant la course pas moins de 7 changements de leader et 82 dépassements. Un super Grand Prix donc. On demande à retester. De toute façon, on n'aura pas le choix. Il sera là au calendrier la saison prochaine. Il sera au calendrier l'année prochaine. Il est prévu qu'il y reste un certain temps. Donc, il y a des choses à revoir, c'est certain. Les horaires là-bas ont été assez difficiles à vivre pour tout le monde. Ils n'auront pas été simples à vivre, mais les passionnés de Formule 1 étaient là au rendez-vous sur Canal. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. C'était une première. Et encore une fois, c'était pas une si mauvaise première. Il y a plein de choses qui n'ont pas été, mais beaucoup de choses se sont bien passées aussi. 82 dépassements. Et sur ces 82 dépassements, vous avez sorti le dépassement. The One. The One. Bah oui, le dépassement de l'année. Oui, le dépassement de l'année, pour moi, c'est celui de Charles Leclerc. Parce que le contexte, on est au dernier tour de course, on le revoit ici. Il reste, 500 mètres ou un petit kilomètre. Et il attaque, il prend le risque de dépasser Sergio Pérez pour la deuxième place. Ce que l'on constate grâce à cette palette, c'est que Pérez freine au panneau 150 mètres, ce qui est correct, mais Leclerc va aller le chercher encore plus loin et va décaler son freinage de quelques dizaines de mètres et surprendre, alors que pourtant on voit que Pérez a les yeux dans les rétroviseurs. Il ne pensait pas que Leclerc viendrait d'aussi loin. C'est trop tard pour lui fermer la porte et Leclerc réussit ce dépassement sans le moindre blocage. Écoutez à l'oreille.
Voilà, on entend à l'oreille que Pérez freine un peu plus tôt que Leclerc. Vous voyez sur le volant, c'est 2 diodes vertes allumées, c'est le DRS ouvert. À l'instant où elles s'éteignent, c'est que Leclerc abaisse son aileron arrière mobile, referme son aileron, retrouve de l'appui aérodynamique et attaque son rétrogradage, mais ne se décale qu'une fois celui-ci abaissé. Et c'est un dépassement très limite parce qu'il prend une toute petite marge et une toute petite zone de freinage, mais qui est magnifiquement réalisé. On le voit ici à la caméra 360. Il a subi une décélération de 7G. C'est quasiment le plus gros freinage qu'on ait connu en Formule 1. Et c'était une 2e place. Et ce qui est amusant, c'est que sur la ligne d'arrivée, il est plutôt déçu de ne pas avoir gagné plutôt que très heureux de ce dépassement. Il a certainement été très heureux de ce dépassement rapidement, mais il voulait tellement cette victoire, lui qui partait en pôle. En tout cas, il nous a régalé sur ce dépassement.